sur un mode introspectif en me saisissant des questions qui ont été posées pour essayer de comprendre mon malaise par rapport au diagnostic territorial. Et puis pour comprendre ce malaise par rapport au diagnostic territorial, je me suis pris comme une chambre d'écho, dans la mesure où j'ai une formation de géographe. J'ai d'abord fait de la géographie sociale et de la géographie culturelle en milieu urbain, en m'intéressant à la façon dont les personnes consomment la ville, pour prendre un peu une terminologie sertaillenne. Je me suis intéressé au mouvement squash, je me suis intéressé au paysagement de la ville à partir du 19e siècle, jusqu'à la thèse. Et puis après, pour survivre dans le milieu académique, j'ai commencé à basculer du côté des gens qui produisent la ville, toujours dans un sens sertaillien, en faisant du diagnostic territorial. C'était à l'époque où la Confédération avait lancé ses agendas 21 et il y avait une énorme demande des communes pour faire du diagnostic et pour après faire du monitoring. Donc c'était très bien, ça permettait de salarier des personnes qui venaient de finir leur thèse sur des contrats précaires pendant quelques années, que ça leur permettait de survivre. Et je suis un survivant qui a bénéficié de cela. Et puis après, j'ai fini de survivre en milieu académique et j'ai quitté le milieu académique pour aller diriger la Fondation Braillard Architecte à Genève. Et dans cette Fondation Braillard, je me suis assez rapidement aperçu que j'avais à disposition des petites souris qui s'appelaient des architectes et des urbanistes et que je pouvais les observer en train de faire la ville. Du coup, j'ai commencé à faire de l'ethnographie de projet pour m'intéresser à la façon dont ce type de diagnostic et les autres outils sont mobilisés quotidiennement par des collectifs au travail qui cherchent à faire la ville. Donc c'est tout ça que je vais plus ou moins parler aujourd'hui. Avec cette question, d'abord pourquoi est-ce que j'ai commencé petit à petit à avoir honte du diagnostic territorial. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps lointain, notamment quand j'étais en formation, j'étais formé à Genève, à l'époque où vous étiez soit rafestinien et vous faisiez de l'épistémologie, soit orienté sur Antoine Bailly et vous faisiez de l'économie régionale. Et comme je suis très suisse, j'étais au milieu. Donc je faisais un peu d'épistémologie de développement régional, mais j'étais très séduit par la puissance prospective et prescriptive du développement régional. Et puis aussi la capacité à créer de l'imaginaire et à transformer le réel qui était celui des Trente Glorieux. En fait, hein. J'étais aussi impressionné par la capacité, pardon, il faut changer de dire, parce que moi je la vois, mais il faut encore changer. Voilà, j'étais impressionné par la capacité que nous avions si tous à croire à ces perspectives de développement. Vous pouvez changer de dire, et la manière dont finalement la prospective, les statistiques territoriales arrivaient à créer du réel, et du réel qui n'arrivait peut-être pas toujours. Là, c'est vous pouvez rester sur l'autre. C'est Firmenich qui est un excellent exemple. On prévoit le doublement de la population, et comme on croit au futur, et à l'appareil statistique, et aux experts, le maire il se dit, doublons la structure de la ville. Manque de bol, il n'y a pas eu la crise industrielle derrière, et puis on a créé du problème social au kilomètre linéaire. Bien suivante, c'était donc, quand on est en formation, tout ça, on est assez enthousiaste. C'est aussi quelque chose qui fonctionne bien dans un monde où on est surtout en train de planifier, de concevoir, d'anticiper, de diagnostiquer, soit des croissances. Aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera double. On a peu prévu la décroissance, mais ça arrive aussi, mais c'est le même dispositif finalement. Quelque chose de prévisible qui va arriver bientôt. Prévoyons-le, anticipons-le et adaptons la structure territoriale dans un sens ou dans l'autre. Donc on avait donc un outil qui était le diagnostic territorial qui servait à adapter les territoires et moi je trouvais ça assez enthousiasmant. D'autant plus que ça a marché pendant très longtemps, l'année suivante, avec une coquille, celle de l'ouvrier. Ça a marché assez longtemps quand il s'agissait de faire la ville. C'est à produire des extensions urbaines, et puis qu'il y avait, ce que vous disiez tout à l'heure, une conception très hiérarchique et verticale de la planification. C'est une caricature, j'ai fait plein de caricatures au départ, où vous aviez De Gaulle et son hélicoptère, pour reprendre la légende urbaine, qui survole et qui désigne les pôles de croissance ou les stations touristiques, et puis le lendemain matin, le maire découvre les tractopelles en ouvrant sa fenêtre, parce qu'il n'a pas vu partir l'arrêté du préfet. Voilà. Ça fonctionnait longtemps comme ça, et puis il y a quand même eu un moment où ça s'est perturbé, l'année suivante, où on a arrêté de faire la ville, mais il a fallu faire avec la ville, pour reprendre la forêt célèbre. On a découvert qu'il y avait des sites, ces sites, il y avait des acteurs, ou des êtres humains,
pour reprendre votre terminologie, et puis que tout ça rentrait dans un programme et dans une programmation, et on a essayé de mettre tout cela en dialogue. C'est à partir de là où j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, en fait. Les outils étaient moins puissants, et moi je me sentais moins viril. Bien suivante, et puis on a commencé à composer, vous reconnaissez l'analyse SWOT, que je trouvais séduisante à un moment donné. Je me suis aperçu que, en fait, effectivement, c'était une forte matrice intellectuelle, et ça avait quelque chose de l'habitude dans la mesure où, à partir du moment où on a commencé à horizontaliser un peu les procédures, on a continué à faire ça, en fait. Si ce n'est qu'on avait des animateurs d'ateliers qui venaient demander aux habitants de remplir les cases. Quand le monde rentre en 4 cases, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Du coup, j'ai commencé à y croire encore moins, en fait. Et donc, j'avais tout à fait honte de faire du diagnostic. Et comme je suis très lâche, je partageais le bureau avec un collègue économiste, et j'ai commencé à déverser toute ma haine sur lui. Si on fait ça, c'est parce qu'il y a des gens comme toi dans notre discipline, la géographie, et qu'on aurait dû savoir mettre des barrières. Et puis, c'est le moment où j'ai commencé à fréquenter aussi des architectes. Et on revient sur la logique des métiers qu'a soulevé tout à l'heure Guillaume, mais je pense qu'il y a ça derrière, en fait. Il y a eu longtemps des économistes qui sont rentrés dans le domaine, dans le champ de la planification via le diagnostic territorial. D'ailleurs, avant, on a vu avec Revoisier, etc., qui sont des économistes. Et puis, en tout cas en Suisse, maintenant, il y a des architectes qui reprennent un rôle très très fort et qui rentrent avec, non pas du diagnostic, mais de l'analyse territoriale, en amenant tout ce qui est sensible. Bon, pour les architectes, quand c'est du sensible, c'est le leur sensible. C'est pas celui des usagers. Il y a des usages, mais c'est le leur. Néanmoins, ça bouleverse un peu les façons de faire de la lecture territoriale. Prenons ça. On peut passer à la dia suivante. Il s'avère que alors, on continue à faire les anciennes façons. On vous a rentré le monde dans quatre boîtes, et je pense qu'on continue à faire rentrer le monde dans 4 boîtes aussi parce qu'on avait un certain confort intellectuel qui est celui du... Il faut que ça crante à un moment donné. Et on a passé une étape, ça a passé le cran 1, ça convient bien aussi au géographe, finalement. C'est la logique, c'est le schéma de la thèse. Si on a passé la première étape, maintenant on va pouvoir glisser vers les pistes projectuelles, vu qu'on a fait le diagnostic du territoire, qu'on l'a éventuellement partagé, c'est-à-dire faire rentrer le monde dans 4 boîtes. Et puis on va pouvoir continuer à cheminer, dia suivante, en la bonne vieille logique de l'entonnoir qui peut servir à construire un raisonnement ou à gaver les gens et les oies. Je pense qu'on a longtemps été dans ce système-là. Et c'est ce système-là que j'ai de la peine à assumer actuellement en tant que géographe de formation qui travaille avec des architectes et des urbanistes pour observer ce qu'ils font. Dia suivante. Voilà. Je pense que aussi cette crise du diagnostic, enfin celle que je ressens, je généralise mon vécu, cette crise du diagnostic que je ressens, c'est pas qu'une crise du diagnostic, c'est une crise de l'urbanisme aussi. Dia suivante, une crise de l'urbanisme qui naît à peu près dans les années 90, quand on commence à regarder ce dont sont capables les urbanistes quand on les laisse seuls. Première dia, deuxième dia, ils sont aussi capables de ça, et où on se dit finalement, vous connaissez tous l'inversion paysagère et sa logique, on se dit que peut-être finalement c'est pas plus mal s'il y a d'autres corps de métiers qui prennent en charge la ville. Donc des métiers supplémentaires qui arrivent, non seulement des géographes, des économistes, des architectes, un peu des métiers historiques. Et on commence à voir émerger des paysagistes qui rentrent avec une autre logique et qui prétendent avoir la même légitimité dans le champ de la production et qui établissent une concurrence supplémentaire entre les métiers, avec une logique complètement différente d'appréhension des périmètres de projet, qui consiste à se dire qu'il faut peut-être avoir une approche qui n'est plus celle du sururbanisme, mais celle du suburbanisme. Une approche positionnée, située, qui doit faire émerger l'identité du site, avec toutes des logiques qui relèvent d'une analytique un peu freudienne ou d'une herméneutique qui ferait émerger des profondeurs territoriales et non pas les grands horizons. C'est un peu les logiques promues par Sébastien Moreau dans ses théories du suburbanisme. Première grande théorie, et qui explique peut-être que le diagnostic soit déstabilisé et qu'il y ait des versions concurrentes qui émergent. Et puis, le dia suivant, s'il vous plaît, c'est aussi une crise des instruments de l'urbanisme, dans la mesure où, dia suivante, tout ce qui relevait du plan
a été concurrencé par les logiques de projet, oui certes, mais pas seulement. C'est pas que le plan qui a été concurrencé par les logiques de projet, c'est toute la rhétorique technique et l'expertise technique qui va avec. Là, j'ai pris une photo du plan directeur cantonal 2030 Genevois, je trouve assez représentatif de cette transition. La première version, celle qui est un peu verte, qui fait très document administratif, c'est la version qui a été mise à l'enquête publique et qui s'est fait laminer par toutes les associations environnementales, d'habitants, toutes les communes du canton. Il y a eu un gros travail pour transformer le plan directeur cantonal 2030. Pas l'intérieur. C'était trop long de tout refaire. On a surtout travaillé sur la page de garde et un immense paratexte qui vise à rétablir l'envie. Donc il y a environ 30 pages d'introduction qui expliquent que les Genevois ont envie d'air et donc il faut densifier la ville, que les Genevois ont envie de loger leurs enfants et que donc il faut densifier la ville, que les Genevois ont envie d'intensité et que donc il faut densifier la ville. Voilà. Résultat des courses, le plan directeur cantonal est passé sans aucune opposition au Grand Conseil et a été validé par tout le monde. Cette transition juste de communication, en fait, elle illustre un peu cette crise des outils de l'urbanisme et puis la volonté peut-être de glisser sur quelque chose qui relève un peu plus de l'affect. Dia suivante, s'il vous plaît, qui se retrouve aussi dans une quantité de dispositifs, de diagnostics territoriaux où on promeut de plus en plus des diagnostics d'ordre qualitatif ou sensible, où il s'agit, au moyen d'un outil à disposition de tout le monde qui s'appelle le corps, de faire résonner des territoires et leurs différents potentiels. On voit par exemple, là c'est une scénographie de Philippe Serre qui porte une compagnie de danse contemporaine célèbre, en tout cas en Suisse romande, qui a exploré Lausanne au moyen de 10 cartographies qui permettaient de révéler les potentiels des villes, le potentiel d'accueillir d'autres types de vie que celles auxquelles ils sont accoutumés. Tout ça fait bouger un peu les villes. Dia suivante, où on voit de plus en plus donc émerger des dispositifs qui ont le corps comme instrument, qui prennent de plus en plus aussi le récit comme analytique, c'est-à-dire le récit et le récit collectif comme moyen de faire résonner les dimensions cachées d'un territoire de taille variable. On peut aller à l'échelle du quartier comme on peut prendre du très très grand territoire. Et puis on voit de plus en plus l'image qui est non plus la finalité qui serait le plan, mais qui est vraiment l'outil et la façon dont ça peut faire susciter des échos territoriaux. Voilà. Dia suivante. Tout ça pour dire que finalement, si j'ai aussi honte du diagnostic auquel j'ai collaboré un certain temps, c'est parce que on n'était pas encore dans ce tournant herméneutique des façons de faire, d'enquêter sur les territoires. Et ce tournant herméneutique qui questionne, dia suivante, une des questions que vous posiez qui était celle de la métaphore médicale. Il me semble que pendant très longtemps, on a fait du diagnostic en mode urgence. C'est une vieille série médicale, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas, où on avait à peu près toujours le même motif narratif. Qui ne connaît pas la série Urgence? Il n'y a aucun jeune dans la salle. La série Urgence commençait toujours à peu près la même chose. Les deux portes battantes du Chicago Hospital s'ouvraient, encore arrivé sur une civière, et il y avait 3 mots: chimie, scan crâne, iono. C'est-à-dire que tout corps passait par la même grille de lecture. Et une fois qu'on avait eu la chimie, le scan crâne et la iono, il suffisait de prodiguer les soins, et puis le corps se rétablissait, ou il décédait, puis il fallait expliquer à la famille pourquoi il était mort. C'était la tension dramatique. Mais on avait tout le temps le même diagnostic, les mêmes recettes. Après, les médicaments changeaient. Je pense que c'est un peu du type de diagnostic qu'on a fait, en tout cas pendant les 30 Glorieuses, et que moi j'ai fait, en tout cas quand on faisait les agendas 21, où on avait notre grille d'indicateurs qu'on passait à peu près partout. On finissait ça avec une petite couche de SWOT, parce qu'effectivement ça fait très bien, ça fait très HEC aussi. HEC, en tout cas en Suisse, ils font beaucoup d'analyses SWOT, du coup ça fait sérieux et performant. Mais c'est peut-être plus approprié à des territoires qui sont fortement différents. Et aussi une logique où les métiers de l'urbanisme sont de plus en plus divers et différenciés. On a peut-être glissé sur un autre mode, dia suivante s'il vous plaît. Je vais garder une série médicale où
connaissez cette série, donc, c'est Dr House, où là, l'intrigue, c'est pendant 45 minutes, on se plante. On a un collectif, on fait une hypothèse, c'est pas la bonne, on fait une hypothèse, c'est pas la bonne, on fait une autre hypothèse, c'est toujours pas la bonne. Et le but, on est vraiment dans le diagnostic au sens d'Hippocrate. Le but, c'est de comprendre quel était l'état du corps quand il était en bonne santé. C'est pas d'aller mobiliser n'importe quel indicateur, c'est d'aller rencontrer les proches de la famille, d'aller voir dans quel milieu il vit, pour essayer de voir comment est-ce qu'il vivait à l'époque où il était en bonne santé. Et collectivement, grosse modification aussi, on commence à saisir ce qui pourrait soigner le corps. C'est donc très clairement des collectifs au travail, on n'a plus seulement un métier qui fait du diagnostic. C'est plus le géographe qui arrive, ou l'économiste qui arrive, avant l'architecte qui fera du projet en disant ça c'est des trucs de géographe, t'as pas besoin de le lire, ça ne sert à rien. On essaie de le faire ensemble. Et il me semble qu'on est rentré là-dessus. Et qu'on est dans un moment hippocratique au sens le plus littéral du terme, du diagnostic territorial, ou peut-être de l'analyse territoriale. Je suis plutôt enclin à favoriser ce type d'approche actuellement, et je pense que c'est parce que j'ai travaillé le plus souvent avec des architectes. Dia suivante, s'il vous plaît. Dia suivante encore, et là je vais aller vite parce que je pense que j'ai un peu dilapidé tout mon temps de parole. C'est une petite roue qui rend compte j'avais participé en faisant de l'observation participante clandestine, c'est-à-dire personne ne savait que je les observais, à un projet urbain à Genève, et je m'intéressais au rapport entre les différents métiers, au rapport que ces métiers entretenaient avec le site, avec le programme et aux documents supérieurs de planification. En gros, quel type d'assemblage on produit quand on fait du projet urbain et quel est le poids de tous ces documents supplémentaires qu'on produit. Je pense que s'il y a bien une discipline où on n'arrive pas à cumuler les savoirs, c'est très clairement ceux de l'urbanisme, où on refait systématiquement les mêmes enquêtes. Le canton de Genève est un bon exemple. Je pense que le moins de centimètres carrés du canton a dû être documenté par à peu près 50 études. On ne sait pas. Et personne ne va les lire. Et puis dans les services, quand on fait une mise à l'enquête, on s'en fout, parce que c'est trop long d'aller les lire, donc on demande tout, de toute façon. Je pense que je caricature à peine, je pense. Bref, j'avais essayé de voir comment tout ce qui avait été fait par les autres était mobilisé. Et finalement, les diagnostics, ils servent à quoi quand on a l'échelle la plus fine, tout en bas, tout au bout du bout? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ou pas? Et puis, je vais vite, hein, donc. On démarre avec le temps du chaman. C'était donc un projet de plan directeur de quartier, un périmètre qui venait d'être déclassé, où on va découvrir ce périmètre avec un célèbre paysagiste français qui vient, qui est la célébrité de l'équipe, qui n'avait absolument rien lu des documents sur le périmètre, encore moins les analyses prospectives qui avaient été produites ou le diagnostic. Il se fait rapidement expliquer les enjeux du concours, surtout la composition du jury dans la voiture. Et au moment où il arrive sur le périmètre du site, pose le pied au sol, et c'est vraiment le moment chamanique, dans la mesure où c'est le site qui parle à travers le corps de l'architecte paysagiste. Il se promène, et puis, sans autre documentation, il arrive à expliquer la forme que devra avoir le quartier en fonction du coteau qui est au loin, du bruit de l'autoroute, du bruit de la rivière, et il continue à cheminer. Voilà, c'est une photo qui est assez belle, je trouve. Et c'est le moment incarné du projet par excellence. Mais c'est une lecture purement intuitive, construite par les lunettes disciplinaires du site. Il y a un grand moment de bluff pour construire sa lecture par la suite. Et puis, après, il y a un moment où il faut quitter le site quand même, donc le corps du paysagiste se met un peu au repos, la transe s'interrompt. Et puis, on rentre dans le bureau du chef du consortium. C'était après Noël, hein, donc il traîne un peu des mandarines et des chocolats. On dispose ça sur un plan. On va arriver à peu près à la même type de forme de quartier proposé. Bref. Et puis, ça devient un autre moment. On n'est plus dans ce moment de diagnostic collectif, on n'est plus sur le temps du chaman, mais on est vraiment sur le moment de l'exégète et de l'herméneute, où chaque discipline va faire une lecture de ce qu'on vient de vivre à partir de sa propre grille disciplinaire. C'est ça une exégèse, hein, finalement. On lit un texte comme on nous a appris à le lire, de manière disciplinaire et scolaire, on essaye après de l'imposer aux autres. Donc le géographe
revenait avec des questions de mixité sociale à venir. L'économiste nous parlait de la zone d'activité qui devait être en bordure d'autoroute. Et chacun essayait d'asseoir sa propre lecture, mais encore une fois, sans avoir jamais consulté les diagnostics qui avaient été faits préalablement. C'est des documents qu'on aurait pu mettre à la poubelle tout de suite, finalement. C'était juste 4 orientations qui étaient dans le programme, ce qu'il en restait de ce diagnostic. C'est le faible impact de ces diagnostics quand on est tout au bout de la chaîne qui m'interpelle. Puis bon, après, chacun mobilise, par contre de manière très stratégique, des petits bouts d'informations. Certains s'étaient intéressés au permis de construire qui avait déjà été délivré, d'autres juste quelques lignes sur les nappes phréatiques qui étaient à la limite d'affleurement, etc., etc. Mais c'était juste dans une logique d'argumentation. Et c'était l'in situ qui comptait. Et puis tout ça a été bouleversé. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Au moment où est arrivé l'architecte, là c'est juste une caricature. Le pauvre, il ne pouvait pas parce qu'il avait un problème physique, mais ça tombe bien pour la narration. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé voir le site. Mais il est arrivé directement avec son calque. La caricature de l'architecte, avec le projet. Il y a des architectes parmi vous? Je me suis fait plein d'amis qui l'ont posé sur la table et qui a dit bah voilà le site. Et je propose qu'on discute de mon esquisse maintenant. Donc on n'est plus discuté que de la médiation, ce qui a encore complètement éliminé tout le reste. C'était hors champ complètement. Le diagnostic, la lecture à 30 ans. À 50 ans, encore moins, on était sur l'esquisse qui avait été produite par l'architecte à partir de ce qu'il avait décalqué à partir des fonds de carte. Donc, nouveau temps. Puis après, on rentrait dans un nouveau temps narratif qui était des temps très clairement du romancier. C'est-à-dire qu'on a chacun essayé de construire une lecture romanesque pour ce site et voir ce qui pourrait être en 2030 quand il serait fini et quel type de mode de vie pourrait accueillir. Notre rôle de romancier, c'était de rendre ces modes de vie en ce lieu-là plausibles. Puis arrivait le temps du diagnosticien, mais là, le diagnosticien, je finis maintenant, c'est la dernière. Le diagnosticien au sens le plus littéral du terme aussi, c'était de voir si ces histoires, elles résonnaient avec le lieu. C'était toquer, coller notre oreille contre le corps du site et voir si tout ça tenait ensemble. Voilà. Et il me semble que le diagnostic, maintenant, il se fait au même moment que l'analyse territoriale, puisque le projet est devenu un moment où on cherche à faire tenir ensemble, de manière complètement arbitraire le plus souvent, des bouts qu'on va chercher à peu près partout dans la matrice de l'énorme documentation qui est produite sur un site donné, pour que ça fasse sens au moment où il va falloir vendre le projet à un jury ou à quelqu'un qui va le financer. Je pense que c'est ça le grand travers. Voilà. Terminons. Comme ça, on laissera tomber sur pour une autre fois. Merci Laurent. Des questions? Quelle a été la suite de ça? De ce projet? Alors ce projet, il s'est fait, c'était dans le cadre d'un mandat d'études parallèle. C'est une mise en concours, c'est une forme de concours en Suisse, où on met en concours 4 équipes, généralement, qui ont accès à toutes les informations qui sont données aux autres équipes. Après, il y en a 2 qui sont sélectionnés, qui ont accès à tout ce qui a été produit avant. Ça permet un échange finalement mandataire et entre équipes, ce qui fait qu'on a une grande quantité d'informations qui circulent. Le projet de ce quartier, il est arrivé en finale, il n'a pas été retenu. C'est un autre projet qui a gagné. La zone a été déclassée, le quartier doit se construire. Le projet, après c'est la segmentation des marchés publics. Donc le projet qui a gagné, il est en train d'être démonté par l'intervenant d'après. Il se dit finalement c'est pas le bon projet. Puis de toute façon on ne doit pas faire les mêmes densités parce qu'il y a une obligation de la Confédération de densifier encore plus ce périmètre. Donc voilà, il chemine, il va sa vie, mais ça c'est aussi un des autres problèmes. Je pense l'urbanisme est une discipline où on n'arrive pas, en termes d'études d'urbanisme, à cumuler les savoirs. Et puis, la logique, en tout cas en Suisse, où tout est segmenté, on n'a pas la conduite du projet sur le très long terme, ça fait qu'à chaque fois on recommence. Le type qui arrive après, il a fait non, on va faire autre chose. On va juste la diagonale, puis le reste. Ce qui fait que le diagnostic, tout au bout du bout, il ne sert à plus rien. Parce qu'il y a 4 personnes dans une administration qui l'ont lu,
qui l'ont posé dans un coin et ils dirigent très peu les documents. En termes de planification, je pense que c'est un vrai souci, le diagnostic en Suisse. Et toujours par rapport à ça, très clairement, je pense que ce qui impacte la planification en Suisse, en tout cas dans le canton de Genève, c'est pas un diagnostic à 50 ans, c'est des logiques de développement économique à 30 ans. Et que c'est le service de développement économique qui fait la planification. Moi j'ai une question. Oui, Jeanne. Du coup, comment est-ce que ce serait possible d'assurer une continuité entre les différents... Enfin, quand il y a des changements justement d'équipe et puis de personnes en charge du projet, comment on pourrait assurer une continuité et une cohérence du projet et puis une compréhension des enjeux qui ont été traités au début et du coup des réponses qui avaient été proposées en lien avec ça? C'est une conversation qui doit sembler très exotique aux Français, hein, je pense, parce que vous n'avez pas ce type de problématique. Le portage du projet, c'est très clairement à l'administration publique de le faire, et d'avoir des chefs de projet qui ont la visibilité sur le très long terme de ce qui va se faire. Et je ne sais pas si tu connais la durée de vie d'un chef de projet sur l'arc lémanique. Non, mais elle doit être courte. Ouais, elle est inférieure à 2 ans. Ok, donc justement, c'est pas de cette manière-là qu'on peut assurer la continuité. Et mais du coup... Mais la seule logique, c'est d'avoir un chef de projet qui porte, qui est garant du projet. Je vois pas d'autre façon d'assurer la continuité de l'œuvre urbaine. Si tu te dis qu'en plus, chaque étape du projet urbain et de la réalisation est portée par un autre intervenant, parce qu'il y a à chaque fois des mises au concours, chaque étape. Et qu'il est très rare que tu assumes tout, en fait. Sauf si c'est un très grand bureau, tu t'appelles Urbaplan, puis tu interviens à Delémont. Mais ça doit être le seul exemple. Ça tombe bien, parce que Urbaplan, ils interviennent partout en France. Ils ont le monopole. Donc... Ouais, sur les petites villes, sur les grandes villes, c'est plus compliqué. Tu vois, là, c'était Urbaplan, ils sont pas... Une ou deux questions très rapides, ou peut-être s'il y a 2 questions, vous les posez en même temps et Laurent répond rapidement. Donc on reste dans les temps. Moi j'ai une petite question, à la limite on pourra poursuivre l'échange. C'est que je trouvais intéressant l'idée du mélange des praticiens et l'introduction de l'architecture dans le débat. Je ne suis pas certain, mais je dirais qu'il y ait moins de référentiels qu'apporte l'architecte. Ce que je trouve peut-être intéressant, c'est que l'architecte peut proposer, apporter une dimension esthétisante, presque féminisante, et le recours à l'image. Et en France, l'architecture est portée par la question culturelle. Donc, par rapport à l'objectivation qu'on voyait un peu en ligne, en colonne, dont on parlait tout à l'heure, ça apporte certainement une plus-value. Est-ce que du coup, moi je me questionne sur l'apport de l'architecture dans les diagnostics, parce que j'ai presque même parfois que désormais c'est les architectes qui supplantent toutes les autres disciplines par leur capacité à pouvoir convoquer justement cette dimension peut-être plus sensible et par l'attractivité de l'image. Je pense qu'on a vraiment affaire à un conflit disciplinaire assez fort dans la mesure où, en tout cas pour les géographes et les économistes, on était pour la plupart formés dans la logique de l'entonnoir et des étapes. On crante et une fois qu'on a fait l'étape 1, on passe à l'étape 2 et on ne va pas remonter à l'étape 1 une fois qu'on l'a faite. Les architectes ont été formés dans une logique qui est celle des ateliers de projet. Et la logique d'un atelier de projet, c'est le chaos maximum en agrégeant un maximum de notions pour que quelque chose de substantiel ressorte, qui ait une certaine cohérence. On peut dire que c'est vrai ou que ce soit juste, c'est une cohérence narrative. Et je pense que dans le rapport diagnostic-analyse, il modifie fortement le séquençage, en fait. Et que bien souvent, on parle sans se comprendre, et que pour un mandant, ça peut être plus intéressant d'avoir des démarches où c'est le chaos et il y a quelque chose qui en ressort dans un laps de temps assez court.
Et des fois, c'est aussi difficile de travailler avec des architectes quand on arrive avec une logique diagnostique et qui sont dans une logique analyse. Où on se comprend juste plus et on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on n'a pas le même cheminement. Donc, Grant, alors que eux, c'est un nice run pour que quelque chose en ressorte.